Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Docteur Dis-moi tout. Dans cette rubrique Docteur Dis-moi plus, nous parlons sans détour d'un sujet intime mais essentiel pour la santé et la qualité de vie des hommes. Il s'agit ici des troubles de l'érection. Savez-vous qu'un homme sur trois, à un moment de sa vie, peut être concerné par un dysfonctionnement érectile? Pourtant, très peu osent en parler même avec leur médecin. Alors, qu'est-ce qui provoque ces difficultés? Est-ce toujours psychologique ou peut-il avoir des causes médicales sérieuses? Et surtout, quelles solutions existent aujourd'hui pour retrouver une vie sexuelle épanouie? Je nous invite à rester connectés afin de découvrir ensemble les réponses à ces questions tout de suite après le jingle. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Je suis Dr Nogaël Ongania Ikobo, épouse Jimbi Makundi, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et exerçant principalement à la clinique chirurgicale des armées Océan à Pointe-Noire. Parler de la dysfonction érectile au sein des communautés représente un véritable enjeu de santé publique. Ce sujet reste profondément tabou, tant sur le plan social que culturel, ce qui entraîne un manque de dépistage et une réticence à consulter. Souvent par pudeur, c'est précisément pour briser ce silence que nous avons choisi d'en parler aujourd'hui afin de sensibiliser les couples et les familles au risque de garder ces problèmes pour soi au nom de la discrétion. Pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir ici, sur ce plateau, le professeur Steve Ondel, enseignant-chercheur en urologie et andrologie, exerçant principalement au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Cher maître, merci d'être avec nous Avec plaisir. aujourd'hui. Alors, cher maître, dites-nous, c'est quoi donc dysfonction érectile? Alors là, c'est un sujet très, très intéressant, très important pour beaucoup d'hommes parce que, avant de donner la définition, je donnerai une anecdote. Je me rappelle d'un malade qui vient à ma consultation, il me dit docteur, j'ai un problème, je me sens un peu fatigué. Il me parle de plein de choses. Et je me disais au fond de moi, mais tout ce qu'il me dit n'a rien à voir avec l'urologie. Et donc finalement, je m'apprête à l'orienter ailleurs. Le monsieur se lève, il va vers la porte, et il se retourne et puis il me dit, en fait, j'ai du mal à avoir des érections. Donc, conclusion, il était présenté, c'était pour la dysfonction érectile, mais comme c'est un sujet tabou, il a eu du mal à le dire d'emblée. Il s'est mis à me raconter d'abord plein de choses qui n'avaient rien à voir avec ça, pour finalement prendre son courage et finir par me dire de quoi il s'agit. Alors, c'est quoi la dysfonction érectile? En fait, on dit c'est une incapacité de maintenir ou d'obtenir une érection lors d'un stimulus sexuel. Et il y a une autre notion qui s'ajoute à ça. Donc, il y a, pour obtenir un rapport sexuel satisfaisant, donc il y a le satisfaire, et le dernier élément qui apparaît, au moins pendant 3 mois. Donc, ça veut dire que ça doit être un signe permanent. Il y a des gens qui, quelquefois, ont juste un petit léger incident un jour parce qu'il est fatigué ou il a autre chose, il a du mal à se mettre en érection. Tout de suite, il se dit qu'il a une dysfonction érectile. Non, il faut savoir que dans le parcours d'un homme, il peut avoir des petites défaillances par moment, liées soit aux préoccupations quotidiennes de la vie, ou bien tout simplement parce qu'on est fatigué. Donc, il faut prendre un peu de recul. Mais si, par contre, ces signes persistent pendant 3 mois, à ce moment-là, c'est un sujet d'alerte, il faut venir consulter. D'accord. Donc, on est bien d'accord que de temps en temps, on peut avoir une panne et c'est normal. Oui, il faut pas que ce soit quand même fréquent parce que je sais que avoir fréquemment des pannes, si on fait pas attention,
on peut finir par se retrouver dans une situation de dysfonction érectile. Mm. Parce que on est dans une société où on a dit que l'homme, surtout en matière de sexualité, l'homme est mis en avant. Mm. L'homme doit être celui qui fait, doit être celui qui emmène, qui doit être capable d'emmener sa femme ou sa partenaire à obtenir l'orgasme. Mm. Donc l'homme est mis en premier plan. Et l'homme, quand il est mis en premier plan, ça veut dire que l'homme doit être comment? En confiance. Mm. Et s'il a plusieurs défaillances, Il ça perd la détruit confiance. Ouais. ce climat de confiance. Et si en plus, madame a des phrases malheureuses, du genre, ah, tu es incapable. Oh, vraiment, tu n'arrives plus. Ah, tu n'es plus un homme. Ça Toutes ces diminue. phrases diminuent l'homme et peuvent faire qu'à un moment donné, c'est une répercussion dans sa sexualité. Donc, il y a une dimension psychologique qui est assez importante dans le volet de la dysfonction érectile. À partir de quand doit-on considérer que c'est un vrai problème de santé? Ben, lorsque le signe est permanent, lorsque pendant 3 mois, ça ne s'arrête pas, ça continue. Là, il faut le faire, il faut consulter. Et je pense que la consultation, ce serait même bien que ce soit le couple. Ouais. Parce que souvent, c'est beaucoup plus souvent un problème d'ordre psychologique. Il y a des soucis, soit au sein du boulot ou au sein du couple. Et dans l'accompagnement, on a quelquefois besoin de sentir quand même la présence de la partenaire. Bon, mais malheureusement, le plus souvent, l'homme vient seul. Il se cache même à peine, il vient parce qu'il est menacé, parce qu'on l'a menacé de divorce ou pour diverses raisons. Finalement, il se sent obligé de venir. Très rarement, j'ai vu des femmes accompagner leur mari lors des consultations. Est-ce que c'est pas culturel, par contre, en fait? Déjà, s'il se gêne de vouloir en parler, est-ce que, bon, je sais pas, est-ce que certains hommes arrivent à se dévoiler devant leurs épouses ou devant leurs compagnes? Pas toujours. Surtout, par rapport à un problème de dysfonction érectile. Pas toujours. Je peux prendre un exemple. Ça sort un tout petit peu de la dysfonction érectile, mais ça reste un peu dans le même cadre. C'est le cas de l'éjaculation précoce. Il y a des hommes qui sont dans le déni, par exemple, de l'éjaculation précoce. Il en a, souvent. Quelquefois, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il puisse changer régulièrement des partenaires. Mais quand il est avec la partenaire, il dit, ça ne m'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est pas avec toi? Donc, il y a une notion un peu de culpabiliser la partenaire, alors qu'au fond, il a eu d'autres aventures, d'autres situations où on voyait bien qu'il avait déjà un problème d'éjaculation précoce. C'est un peu comme dans le cas de la dysfonction érectile. Il va, dès qu'il sent que ça va pas, ce qu'il va faire, tout seul, il va faire de l'automédication. Il va commencer à prendre des produits au coin de la rue, histoire de se stimuler, pour être sûr que les choses vont bien se passer. Et plus le temps passe, plus ça dure. Et finalement, à un moment donné, en désespoir de cause, il vient finalement à l'hôpital. D'accord. Et donc, quelles sont les causes les plus fréquentes? Bon, la plus fréquente, c'est d'abord d'ordre psychologique, parce que chez l'homme, même si on pense toujours que c'est chez la femme qu'il y a cet aspect, mais le paramètre psychologique est important dans des rapports sexuels. Un homme a besoin d'être en confiance. Un homme a besoin d'être dans un environnement équilibré et sain. Il a besoin que dans le milieu du travail, que tout se passe bien. Il a besoin que dans ses rapports avec sa partenaire, qu'il n'y ait pas de tension. Il a besoin qu'au sein du couple, au sein familial et même dans la société, qu'il se sente bien. Rien que être au chômage peut faire qu'un homme puisse se retrouver en dysfonction érectile. Donc le volet psychologique est important. Maintenant, à cela, il faut savoir une chose, ça peut être le premier signe d'une pathologie sous-jacente. Ouais. Par exemple, des cas de pathologie cardiaque ou hépatique peuvent commencer par se manifester par une dysfonction érectile. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a un patient qui a une dysfonction érectile, il y a toute une batterie d'examens à faire avant de finalement dire qu'il s'agit d'un problème d'ordre psychologique. Ouais. Est-ce que l'aspect physique peut poser problème? C'est-à-dire que, est-ce que les personnes qui sont un peu plus fortes, j'aime pas employer le mot obèse, voilà, est-ce que les personnes qui sont un peu plus fortes ont plus de problèmes de dysfonction érectile que ceux qui sont plutôt sveltes? Je ne dirais pas ça, parce que plus forte, il y a quoi derrière? En fait, c'est pas seulement d'être forte, mais qu'est-ce qui est caché derrière? Est-ce qu'il y a un problème andrologique? Donc, un problème hormonal qui est là,
qui agit et qui fasse que éventuellement la personne ait des problèmes de dysfonction érectile. Est-ce qu'il y a un problème cardiaque, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale? Est-ce qu'il y a un problème hépatique? Est-ce qu'il y a le diabète? Donc tout ça, ce sont des éléments qui doivent être recherchés. L'obésité peut intervenir, mais pas seulement en tant que telle. Il y a également d'autres éléments qui vont se greffer dans l'histoire de l'obésité. Exactement. Ah ouais, vous avez parlé de diabète. En fait, la question, c'était de savoir, bon, est-ce que le diabète ou l'hypertension ou la prise de tabac, par exemple, peuvent jouer un rôle dans les situations de dysfonction érectile? Oui, parce de que... tabac, d'alcool, voilà. Oui, parce que d'abord, il faut savoir une chose. La dysfonction érectile, c'est une pathologie. C'est lié, en fait, l'érection en elle-même est un problème d'ordre vasculaire. C'est-à-dire que les vaisseaux interviennent pour permettre à un monsieur d'être en érection. Il y a tout un phénomène qui se produit, mais l'un des phénomènes, c'est la vascularisation. Donc, le tabac, qu'est-ce qu'il fait? Il altère la qualité des vaisseaux. Que fait le diabète? Le diabète fait la même chose. Que fait l'hypertension artérielle? Les médicaments, surtout, dans certains médicaments de l'hypertension artérielle, peuvent agir également sur la qualité de l'érection. Donc, tout ça, ce sont des paramètres à tenir compte dans le cas d'une dysfonction érectile. D'accord. Et l'âge est-il un facteur déterminant? Avant, je me disais que c'était généralement des patients de plus de 50 ans. Mais là, malheureusement, ces dernières années, on rencontre souvent des jeunes de 20 ans, 25 ans. Mais pourquoi? Qui viennent pour dysfonction érectile. Et quand on essaye un peu d'analyser les choses en poussant un peu plus loin l'interrogatoire, on se rend compte que souvent c'est des gens qui étaient sujets à des stimulations autres. On revient aux aphrodisiaques. Voilà, à prendre des aphrodisiaques dont on ne maîtrise pas toujours les différents éléments de substances actives qui sont là-dedans. Ils prennent à des doses quelquefois très importantes et finalement, en fin de compte, au bout d'un certain temps, ça n'agit plus et donc ils ont du mal à avoir des érections. Je pense aussi qu'il y a peut-être l'alimentation qui doit jouer. C'est aussi un élément dont il faut tenir compte. Comment on mange aujourd'hui? Surtout ça. Avant, on mangeait un peu plus bio. Aujourd'hui, on mange plus congelé. Ces produits congelés, là, ils sont faits à base de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des hormones qui sont injectées à l'intérieur? On ne saura jamais. On ne saura pas. Donc, tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, les jeunes deviennent de plus en plus exposés à la dysfonction érectile. Bon, je ne vais pas ajouter des problèmes d'antioxydants, des problèmes liés à la pollution et tout ça. Bon, tout ça, ça rentre un peu dans cette sphère. Bon, il y a une question que beaucoup se posent souvent, c'est est-ce une fatalité liée au vieillissement? Je ne dirais pas ça. Parce que bon, il y avait une pathologie propre au vieillissement qu'à tort, on avait tendance à mettre ça dans le même cadre que la ménopause. On parlait grossièrement d'andropause. Ensuite, on est passé à un autre terme plus technique, déficit androgénique lié à l'âge. Donc, en fait, avec l'âge, il y a une diminution des androgènes qui interviennent dans le cas de l'érection chez l'homme. Et donc, ça va faire que comme la testostérone n'est plus sécrétée correctement, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a? Il perd la baisse de la libido. Et comme il n'a plus de désir sexuel, il finit par avoir des difficultés à avoir des érections. D'accord. Mais on peut pas parler en termes de fatalité, parce qu'il y a des messieurs qui ont 70 ans, 75 ans, et qui ont une vie sexuellement active. Sans trop de problèmes. Et il y a beaucoup de médicaments qui existent à l'heure actuelle qui permettent à tout un chacun de pouvoir se retrouver en fonction du stade de la dysfonction érectile. Dysfonction. D'accord. Donc, en fait, plus on est en train de vieillir, c'est normal d'avoir des problèmes de dysfonction érectile. Je ne dirais pas que c'est normal, je dirais que ça peut arriver. Bon, ok, ça. Je dirais pas normal, parce que normal, ça voudrait dire que tout le monde se retrouve en dysfonction érectile. Alors que dans la réalité, il y a des hommes plus âgés qui ont peut-être même des meilleures érections que certains jeunes. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas totalement lié à l'âge. Il y a d'autres facteurs qui rentrent là-dedans. Il n'y a pas que l'âge. Il y a d'autres aspects qui doivent rentrer là-dedans. D'accord. Alors,
quel effet ces troubles peuvent-ils avoir sur la confiance en soi ou sur la vie du couple surtout? Alors moi, je travaille beaucoup avec les couples, donc du coup, je pense que c'est un sujet que je rencontre beaucoup en consultation, surtout pour des problèmes d'infertilité. Il suffit juste de demander combien de rapports sexuels vous avez dans la semaine, par exemple. J'ai eu des gens qui m'ont dit c'est quasi inexistant. Pour quelle raison? Soit il le monsieur qui baisse sa tête, et là tout de suite je comprends qu'il y a un réel problème, et là j'adresse carrément chez l'urologue. Là tout de suite j'appelle l'urologue pour dire je t'envoie tes gars, essaie de gérer, parce qu'apparemment il y a un problème. Oui, il y a un gros problème parce que qu'on le veuille ou pas, à tort, on a toujours tendance à croire que dans la relation familiale, dans la relation du couple, il y a le relationnel et tout ça, il y a la compréhension, il y a le dialogue, il y a l'amour. Mais la sexualité occupe une grande place. Et je pense même que c'est même le fondement chez certains couples. Et donc, quand il y a un souci au niveau de la sexualité, forcément, il peut avoir des fissures au sein d'un couple. Et forcément, il peut avoir aussi la perte de confiance. L'homme peut perdre confiance en lui. Je sais qu'il y a des situations où, quelquefois, l'homme est en difficulté, mais la femme, elle ne se dira pas forcément que ce monsieur est en difficulté normalement. Elle pensera en premier lieu qu'il y a peut-être une tromperie, que le mari est peut-être allé dehors, il a peut-être d'autres femmes à l'extérieur. Voilà pourquoi quand il rentre à la maison, il est fatigué, il n'a plus envie. Alors que lui, c'est plus, comme on appelle, la fuite en avant. Hein? Il sait que ça s'est mal passé la dernière fois, il a peur, il se dit je vais pas aller là-bas là, aujourd'hui, non. Je préfère dire que je suis fatigué, ou que voilà, j'ai sommeil, ou que j'ai une réunion importante demain, plutôt que de prendre le risque de dire que ça ne va pas, quoi. Donc je préfère fuir. Et malheureusement, c'est un problème qui devient de plus en plus fréquent. Et c'est maintenant aux femmes de savoir comment gérer cette situation, comment discuter avec l'homme sans qu'il se sente humilié, et comment l'aider à prendre la décision de se faire consulter. C'est pas toujours facile. Mesdames, vous avez bien compris, j'espère. Ce n'est pas parce que monsieur ne veut pas tout de suite. Comme a dit le professeur, c'est une fuite en avant quand il a un problème de ce genre. Ne pensez pas tout de suite qu'il y a une maîtresse. Cherchez plutôt à comprendre de quoi il s'agit. Et je pense que si vous êtes un couple qui avait pris l'habitude de tout vous dire, il finira par vous s'expliquer exactement de quoi il s'agit, et ensemble, certainement, vous trouverez une solution auprès d'un médecin. Pourquoi est-il si difficile pour les hommes d'en parler? C'est la société qui veut ça. C'est une société où on a un côté un peu machiste et macho. L'homme doit être puissant, l'homme doit être fort, l'homme doit être ceci, l'homme doit être cela. Déjà, quand on est enfant, combien de fois on nous a dit un homme ne pleure pas, hein, quand un garçon est en train de pleurer, combien ne le disent pas déjà? Et ce sont des tendances déjà qui permettent de forger l'homme que l'on devient demain. Et si on grandit dans cet environnement-là où on a l'impression que quand on est l'homme, on doit pas être défaillant, on doit toujours être au top, on doit toujours être je ne sais pas comment, et lorsqu'on se retrouve dans une situation où on n'est pas comme on a toujours été, on s'est construit, ben ça crée un climat de manque de confiance. Et ça fait que, en fait, d'une certaine façon, on se gêne d'en parler. On se dit, mais si j'en parle, est-ce que je perds pas ma dignité d'homme? Comment est-ce qu'elle va m'entrevoir maintenant? Moi qui, peut-être, à un moment donné, réussissais à la satisfaire, et je me retrouve aujourd'hui dans une situation où je ne peux plus le faire. Comment est-ce qu'elle va me voir? Et moi-même, comment est-ce que je vais me voir à travers ses yeux? Donc tout ça, ça fait qu'à un moment donné, l'homme a du mal à en parler. Hein? Le plus souvent même, il en parlera plus à un ami. Il dira que j'ai essayé avec madame ces derniers temps, mais vraiment, ça va pas. Et l'ami va lui dire, il y a un produit là que j'ai vu au coin de la rue là, tu prends ça, ce sont des racines ou des trucs, tu mélanges ça avec le gingembre ou je ne sais pas quoi, petit cola ou tout ce qui va avec, et tu vas obtenir une érection. Il essaye, ça marche, mais ce sont des stimulants naturels, non? D'une certaine façon, ça marche au départ. Après, il se dit, bon, je vais continuer à le prendre. Il le prend. Est-ce qu'il a eu un dosage particulier? Non.
il le prend comme ça, de façon naturelle. Et au bout d'un certain temps, les choses ne font que ça va de mal en pire. De mal en pire. Et à un moment donné, c'est un cercle vicieux et il finit par arriver, un peu abîmé déjà, psychologiquement, il finit par arriver chez l'urologue. Et là, c'est là où ça devient un tout petit peu difficile, mais bon, en général, on réussit souvent à trouver une solution. Voilà. Alors, que répondez-vous aux personnes qui préfèrent plutôt souffrir en silence que d'aller voir un médecin? Bon, souffrir en silence, c'est pas une bonne chose. Et c'est valable pour la dysfonction érectile, tout comme pour toutes les autres maladies. Quand on a accepté à un moment donné d'être dans un environnement, on a accepté d'y associer une femme, je pense qu'il y a quand même certaines choses qu'on peut partager. On partage les joies, mais on partage aussi les malheurs. Et psychologiquement, c'est important parce que je me souviens d'une histoire dramatique, hein. Un monsieur qui n'arrivait pas à satisfaire sa femme, il n'arrivait pas à se mettre en érection. Et je sais pas si c'était un volet suicidaire ou bien si c'était une rage frisant la folie, il a pris un couteau et il s'est coupé la verge. Il s'est amputé de sa verge. Ok. D'accord? Donc, pour dire à quel point il était en détresse. Je pense que si à ce moment-là, avant qu'il sente le besoin de s'auto-mutiler, il avait eu quelqu'un à ses côtés qui était à l'écoute, qui avait pu désamorcer cette crise-là, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là. Donc voilà pourquoi c'est important, quand on a un souci, d'en parler, mais pas en parler aussi à n'importe qui. Choisir la bonne personne avec qui en discuter. La bonne personne. Alors, si j'insiste vraiment sur ce sujet de dysfonction érectile, parce que après nous on est dans les églises aussi, on est dans certaines communautés, on voit certaines choses, on entend certaines choses, et là-dessus j'aimerais vraiment qu'on s'adresse aux hommes ou aux couples hein, qui sont très pieux, ceux qui pratiquent vraiment la religion et tout, dans toute religion confondue. Parce que j'avoue que dans les églises, souvent, on n'en parle pas. C'est des sujets où on n'en parle pas. On n'ose pas parler. On voit le frère qui est tout costumé, tout beau, au culte et tout, mais il a un réel problème. Il n'en dira rien. Et même quand il va décider de s'engager pour avoir une fiancée, il ne parlera jamais de ce problème-là jusqu'à ce que ils vont découvrir ça dans le mariage. Ou encore, on a affaire à un couple parfait. Quand on voit, on dit que voici, c'est un couple heureux. Mais au fond, dans la maison, c'est des souffrances parce que monsieur n'arrive pas à satisfaire madame. Et voilà. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est très important d'en parler pour essayer un peu de bouger un peu les gens, à les pousser vraiment à aller consulter, à aller voir un médecin plutôt que de se recroqueviller sur eux-mêmes. Parce que comme vous l'avez dit justement, ça crée des frictions dans les couples, ça crée des frictions dans les ménages en fait. Je sais pas ce que vous en dites. Hein. Oui, en effet, c'est très important d'en parler. J'aime toujours un peu prendre des exemples, hein, un peu pêle-mêle. Il y a l'exemple d'un couple que je reçois une fois. Et je suis un peu surpris parce que je vois une femme déterminée et un monsieur derrière, pratiquement la tête baissée. Je me dis qu'il y a un souci. Donc, je les fais asseoir, ils s'asseyent dans mon bureau, on se met à discuter. Je veux comprendre un peu les raisons qui les emmènent à la consultation. Et là, c'est la femme qui parle en premier. Et je dis, je vais répéter mot pour mot ce qu'elle me dit. Elle me dit, docteur, j'en ai marre. Je suis venu avec lui ici. Et je veux que vous puissiez me dire que vous allez trouver une solution à ma situation. Ça va faire 5 ans qu'on est mariés. Aucune fois je n'ai été satisfait. Ok. Il me dit, si vous savez déjà que vous ne pouvez pas régler le problème, dites-le moi, que je ne perde pas mon temps, que je sache s'il faut que je m'oriente vers un divorce ou autre chose, parce que j'en ai marre. Ah ouais. J'ai entendu la dame. J'ai senti sa frustration, j'ai senti la colère en elle, et je voyais le pauvre monsieur
qui subissait sûrement cette pression-là aussi à la maison, qui était là recoquillé sur lui-même, la tête baissée, comme un enfant, hein, qui est face à sa maman, qui est en train de parler. J'ai vu cette image, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un gros problème dans ce couple. Il y a un gros problème et il faudrait vraiment faire preuve d'abord de psychologie, parce que les médicaments en eux-mêmes ne pourront pas aider à régler cette histoire. Donc c'est une illustration juste pour montrer un peu jusqu'où vont les problèmes. En fait, quand on a un souci, je pense en premier il faut en parler. Surtout quand on rentre dans le cas des églises où on part du principe qu'il n'y a pas de fornication, pas de rapport sexuel avant le mariage. Donc, ce qui veut dire que il y a un défi qui est là. C'est lui de ne pas connaître sexuellement son partenaire, ne pas connaître ses attentes et de le découvrir le jour du mariage. C'est un gros risque. Parce que le mariage, c'est un engagement à vie, d'une certaine façon. Donc, prendre un engagement tout en sachant qu'il y a un volet de la personne qui n'est pas connu. Est-ce qu'il n'a pas de déviance sexuelle? On n'en sait absolument rien. Comment il est? Est-ce qu'il est brutal? Est-ce qu'il est tendre? Est-ce qu'il est passionné? Est-ce qu'il est tendre? Tout ça sont des éléments que chacun d'eux n'a pas forcément. Et ils vont se découvrir comme ça dans le couple. Et ils devront se construire comme ça ensemble. Et donc, si déjà le monsieur qui a eu déjà quelques petites aventures en passant, pas tous, hein, il y en a qui sont restés puceaux jusqu'au mariage, sait qu'il a des problèmes, mais il vaudrait mieux dans ces conditions déjà en parler et puis essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver une solution. Si les deux sont dans une situation difficile, ils doivent également se rapprocher des spécialistes pour essayer de les aider à avancer. Parce que qu'on le veuille ou pas, je vois plein de jeunes qui se marient, on voit plein, hein, on va dans des mariages et tout. Mais il faut aller au tribunal. Hein. Ah oui. Il faut aller au tribunal. Combien de divorces? Et quelle est la principale cause de divorce? On s'est déjà posé la question de savoir quelle est la principale cause de divorce de ces jeunes-là. Souvent, quand on discute bien, on va en profondeur. Il y a la sexualité quelque part. Donc, c'est pas un problème à négliger, c'est un problème très important. Ok? Je ne suis pas là en train de dire que il faut faire les choses avant le mariage. Loin de là. C'est pas ça mon but. Mais je fais juste comprendre que il y a une éducation, il y a une éducation sexuelle à avoir. Et que s'il y a des défaillances, il faut essayer de les corriger. J'ai été heureux de recevoir un patient, une fois qu'il est venu me voir, qui devait se marier, et il voulait faire un bilan, histoire de savoir s'il n'avait pas des problèmes de fertilité et autres. Ça, c'est donc bien, il a demandé à faire un spermogramme avant son mariage, et tout, donc on a fait un bilan. Et ça n'arrive pas souvent. Non. Ça, c'est bien, par contre. Moi, j'ai eu, au tout début, j'avoue, quand je me suis installée à Pointe-Noire, au tout début, j'ai eu cette réputation de celle qui demande beaucoup d'examens. Parce que, même dans le bilan prénuptial, je me permettais, en fait, avant, je ne demandais pas comme ça. Je reçois le couple, je les reçois tous les deux en consultation. Et on discute. Et je leur explique le bien fondé de chaque examen que je demande. Il y a des examens qui sont obligatoires pour le bilan prénuptial, mais à côté, surtout quand j'ai affaire à des gens qui ne se sont jamais connus sexuellement tous les deux, je leur propose de demander d'autres examens. Un bilan infectieux, rechercher toutes les sérologies. Et chez monsieur, je me rappelle que je me suis permise au moins 2 ou 3 fois. Non, c'est même le monsieur qui m'a demandé, je peux même faire un spermogramme si vous voulez. J'ai dit, c'est très bien. J'hésitais pour vous le proposer, mais si vous le demandez, avec plaisir, hein, moi je demande. Et ça a plutôt eu de bons retours, en fait. Ils ont eu leurs résultats. On n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et ils sont allés tous les deux dans leur mariage. Ça fait quoi, 3 ans qu'ils sont mariés. Ils ont une petite fille maintenant. Mais je pense que ça serait quand même bien d'avoir à en parler, de sortir un peu du bilan prénuptial strict qu'on demande. Ça, c'est pour avoir l'autorisation de se marier, oui. Mais de demander ou de faire d'autres examens, surtout quand on veut passer sa vie avec la personne, surtout quand on ne la connaît pas. C'est un aspect très important. C'est important, mais bon, il faut reconnaître aussi qu'on a un gros souci dans notre société. C'est que l'éducation sexuelle, ça n'existe pas. Moi, j'ai eu la chance, hein, j'ai eu une maman quand même avec qui j'avais la facilité de pouvoir aborder certains aspects de la vie sexuelle sans tabou.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de familles où il n'y a pas cette situation. Non. L'enfant découvre seul dans la rue, il est exposé à lui-même, il découvre beaucoup de choses. Non. Et quelquefois, ça frise même la dérive. Exactement. Dans certaines dérives et tout. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Mais j'ai vu que dans les cours, on commence maintenant à faire un peu l'éducation sexuelle Ça dépend aux des enfants écoles. à l'école. Bon, c'est déjà un volet important parce que la sexualité, à un moment donné, va intervenir. Dans les sociétés de consommation, il y a beaucoup de films porno qui montrent des choses un peu dépravantes par rapport à la réalité sexuelle, en fait. Il faudrait quand même qu'il y ait une autre voie qui soit là pour guider les gens, mieux les orienter, sans qu'ils aient l'impression que ce qu'ils voient dans les vidéos, dans les films, où il y a eu plein de séquences, plein de coupages là, pour pouvoir agencer un film, ne reflète pas totalement la réalité de la sexualité entre un homme et une femme. Et c'est un élément important. Ouais. L'éducation sexuelle, effectivement, c'est un élément très important. Parce que j'avoue, quand j'ai fait le talk show sur éduquer sans juger, parler de sexualité et tout, on a fait des flyers, on envoyait des invitations dans les écoles et tout. Il y a eu pas mal de personnes qui sont arrivées. Je vous promets qu'on a rempli la salle d'Elaïs contre toute attente. Et même quand on a fini, il y avait des gens qui venaient encore. On voyait les gens de son taxi. On a fini! On a commencé depuis 15 heures, mais on a fini. Et j'ai vu, je me rappelle, mon mari me disait, il y a eu des parents qui sont venus avec leurs enfants, mais devant la porte, l'enfant a dit à sa maman, pars, je veux pas te voir ici. Tu viens me chercher seulement. Si tu rentres dans cette salle, moi je sors. En fait, c'est pour dire combien, je pense que les jeunes ont besoin peut-être d'entendre certaines choses, mais ils osent pas en parler en famille, ils osent pas en parler avec leurs parents. Et quand j'ai tendu cette perche à vouloir aborder ce sujet, ben ils ont répondu massivement. Ils sont venus nombreux de partout de la ville de Pointe-Noire. Ils sont venus nombreux. Et je me rappelle, il y a eu des gens qui m'ont dit à quand Brazzaville? Ouais, ce serait intéressant parce que c'est un élément important. Hein. Je vois dans les couples quand on les reçoit en consultation qu'il y a vraiment de la détresse. Sur certains couples, c'est un gros souci, c'est vraiment un problème. Et rares sont les quelques couples qui osent même en parler dans leur fiançailles. Beaucoup ne préfèrent pas. Beaucoup préfèrent rester silencieux et aller tout découvrir le jour de la nuit de noces. Très rares sont ceux qui abordent le sujet pendant les fiançailles ou pour ceux qui justement s'abstiennent jusqu'au mariage. Très rares abordent le sujet pendant les fiançailles. Et c'est justement quand ils vont découvrir le jour de la nuit de noces que beaucoup en sortent assez déçus. Ah ouais, moi, assez déçus. J'ai un patient, par exemple, quand j'étais en spécialité au Sénégal, c'est pendant la nuit des noces que sa fiancée va découvrir qu'il avait un hypospadias. Oula. Et un micro-pénis. Mais ça, par contre, faut expliquer ce que ça veut dire. Bon, déjà à la base, la verge, le pénis, en fait, on ne le mesure pas. Il n'a pas de valeur la taille au repos. D'accord? Une verge, c'est en érection qu'on va avoir une estimation pour savoir si c'est un micro-pénis ou pas. Donc, on parle de micro-pénis quand la verge en érection est inférieure à 7 cm. D'accord. D'accord? Donc, du coup, je vois souvent des parents emmener leurs enfants, que non, mon enfant a un problème et tout ça. Mais bon, en le voyant sans qu'il ait son érection, c'est difficile de pouvoir évaluer réellement la taille de sa verge. Mais le plus souvent, ce sont des tailles qui sont normales. Donc, c'est un peu ça. D'accord. D'accord. Maintenant, on revient maintenant à l'anecdote. Oui. On revient maintenant à l'anecdote de tout à l'heure au Sénégal. De l'hypospadias. Ouais. Donc, l'hypospadias, et elle est choquée. Elle dit, mais comment ça, le méa, il est au niveau de la face ventrale de la verge et tout ça, est-ce que c'est normal et tout ça là? Et donc, il a dû venir en consultation. Bon, maintenant, j'imagine un peu la frustration de la femme quand elle découvre ça. Peut-être qu'ils auraient eu des rapports sexuels avant, elle aurait su. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Ou bien peut-être lui-même, il en aurait parlé dans son environnement et on aurait peut-être trouvé une solution. Ou alors même, avant même de se marier. quand il est né, parce que l'hypospadias, c'est pas
adulte que c'est une maladie congénitale. Donc, quand il est né, les parents auraient pu faire quelque chose. On aurait pu déjà détecter cette pathologie et essayer de régler le problème avant qu'il atteigne la puberté. Exactement. Comment fait-on le diagnostic des troubles de l'érection? Bon, le diagnostic des troubles de l'érection est d'abord clinique. C'est-à-dire que le patient, quand il va arriver, on va lui poser un certain nombre de questions en rapport avec la qualité de son érection. Donc, savoir, est-ce que quand on le stimule, est-ce qu'il se met déjà en érection? Et s'il se met en érection, est-ce qu'il réussit à pénétrer la femme? Et s'il pénètre la femme, est-ce qu'il réussit à maintenir cette érection jusqu'à obtenir une éjaculation? En fonction de toutes ces catégories, il y a une classification, donc la classification internationale, qui permet de donner le type. Si c'est un grade faible, donc 1, 2, en général, c'est beaucoup plus facile. Mais les grades beaucoup plus importants, ce sont des grades où souvent il y a un volet psychologique beaucoup plus important. Parce que là, il se met pas du tout en érection, il n'a rien. Ou bien alors, il pénètre à peine sa femme et il perd son érection. Donc ce sont des éléments qui permettent après de faire des examens. Il y a un examen biologique qui doit être fait, où on dose les hormones, on fait un bilan à la recherche d'un problème lié au cholestérol, un problème d'ordre hépatique et autres. Donc c'est un bilan où il y a plein d'examens qui sont demandés. Et à la fin de tout ça, on détermine si il s'agit d'une érection psychologique ou bien secondaire à une pathologie. D'accord. Et quand c'est secondaire à une pathologie, il y a un traitement qui va avec. Oui, avec le médecin concerné, c'est-à-dire que là, ça devient pluridisciplinaire. On aura forcément, si c'est par exemple le diabète, il faudrait qu'il revoie un diabétologue et qu'il puisse rééquilibrer sa glycémie. Si c'est en rapport avec les hormones, on verra, nous-mêmes les urologues en général, on gère ce problème, ou bien on peut s'associer avec un diabétologue pour voir dans quelle mesure on va régler son problème hormonal. Et puis, si c'est d'autres aspects, insuffisance cardiaque et autres, un gars qui a déjà une insuffisance cardiaque, on va pas aller dans le sens de le tuer en lui proposant des stimulants. Quelles sont les solutions disponibles aujourd'hui? Ah, les solutions, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, les solutions. Déjà, à la base, il y a la psychothérapie qu'il faut être fait déjà. Ça, au moins, on n'a pas besoin toujours de médicaments. Et puis, le traitement qui vont aux inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5, d'entente griffe, on parle souvent de la pilule bleue, le Viagra. Voilà. Il y a d'autres molécules qui sont arrivées après. La pilule bleue. Tadalafil, qui a une durée un peu plus longue que le Viagra en lui-même. Généralement, la durée de vie permet aux médicaments d'être efficaces encore pendant au moins 3 jours, alors que le Viagra, c'est juste 24 heures. Il y a des injections qui se font directement au niveau des glands de la verge. Il y a des prothèses péniennes chez les cas où vraiment on a tout essayé, ça n'a pas marché. Il y a eu peut-être soit une nécrose ou dans le cas des priapismes, c'est-à-dire les érections anormalement prolongées, qui a eu des séquelles. Donc finalement on finit par mettre des prothèses péniennes. Donc ce qui veut dire qu'il y a une batterie de médicaments qui existent pour régler le problème des dysfonctions érectiles. D'accord. Mesdames et messieurs, vous avez compris, en fait. Donc, la pilule bleue ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres médicaments en dehors de la pilule bleue. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se permettre d'aller prendre la pilule bleue tout de suite, soi-même en pharmacie. C'est sur ordonnance médicale. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Parce que je pense que les gens font beaucoup d'automédication. Oui, mais le problème, c'est aussi les pharmacies qui facilitent quelquefois ça aussi. Il y a les gens qui ont accès facilement à certains produits, facilement, quoi. Donc, sans ordonnance, voilà. Sans ordonnance, il vient, il est dans son coin, il prend son médicament tranquillement, et puis il va. Et après, on apprend qu'il a eu un souci dans tel hôtel et autres. Parce qu'il avait une défaillance cardiaque, il a pris le produit, et voilà. C'est fréquent, en tout cas. Moi, il y a eu pas mal de personnes que je connais qui sont parties comme ça, Soit tu étais à la maison, soit tu étais dans un hôtel, soit tu étais avec une petite quelque part. Et malheureusement, il est parti l'arme à la main, comme on dit. Ouais, malheureusement. Et c'est pénible pour la famille dans ces conditions. Ouais. Alors,
Quelle place pour les approches naturelles et psychothérapeutiques? Bon, il faut reconnaître que nous, on a un gros défaut hein, ici au pays, c'est que on fait pas comme au Mali ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, où ils associent un peu le volet traditionnel. Mais je crois que dans les années à venir, on fera des efforts de faire des études quand même là-dessus, parce il existe des plantes au niveau local qui peuvent aider. Le gingembre, on connaît ses propriétés. Petit cola, on connaît les propriétés. Et il y a d'autres produits qui sont sur le marché qui peuvent aider en fait à permettre d'avoir une érection, mais il faut qu'on sache comment doser ça, comment donner ça. Et pour faire tous ces aspects de choses, il faut des études qui nous permettront éventuellement de savoir comment donner. Parce qu'on va pas prendre de former une espèce de tisane, on met dans une grande bouteille, on dit au monsieur, tu prends la bouteille, sans préciser la quantité minimale qu'il faudrait pour pouvoir obtenir une érection sans que ça puisse endommager l'organisme. Donc on a beaucoup de travail de ce côté-là au niveau naturel, parce que je pense que c'est aussi une option avec la cherté de la vie et pour les difficultés que les Congolais ont. Si déjà on peut au niveau local obtenir un certain produit, ce serait pas mal. Mais il faudrait des études, il faudrait vraiment des éléments scientifiques qui puissent nous aider à pouvoir utiliser ce type de produit. Ok. Et peut-on en guérir définitivement? Oui, ben, ça dépend de quel type de dysfonction érectile. En général, on en guérit. Mais il y a des situations dramatiques où on est obligé d'arriver jusqu'à mettre une prothèse. Prothèse pénienne. Ok. D'accord? Donc, voilà. Mais sinon, actuellement, il y a vraiment beaucoup de produits qui permettent d'aider à obtenir une érection. D'accord. Alors, quel message donner aux hommes qui souffrent en silence? Ben, déjà se faire consulter. Venir dans un cadre médical pour qu'on sache réellement quel est le problème, parce que qui dit dysfonction dit pas forcément qu'il n'y a que la dysfonction érectile, ça peut cacher quelque chose. Autre chose, ouais. Et c'est important pour nous de savoir s'il n'y a pas un autre problème qui est associé à ça. Ensuite, ensemble, nous essayerons de trouver des solutions pour eux. Donc, je pense qu'ils doivent se faire consulter, pas prendre des produits en désordre dans les coins de rue. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a comme molécule à l'intérieur et qu'est-ce que ça va occasionner après comme problème. Voilà. Alors donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous comprenez très bien, hein, la dysfonction érectile ne doit pas être vécue comme une honte, mais plutôt comme un vrai problème de santé qui peut se soigner. Et l'avant-dernière question, c'est, on aimerait savoir quels conseils ou qu'est-ce que vous direz aux partenaires pour mieux comprendre et accompagner leurs époux. Ah, ça c'est très important. Parce que souvent, c'est elles qui peuvent être à l'origine du problème. Hein, une femme qui n'est pas prévenante, qui balance des mots au cours des rapports sexuels, sans se rendre compte forcément de la répercussion que cela pourrait avoir, elle peut créer un gros dommage. Donc, il faudrait déjà qu'elle soit présente, de la même façon que elle était satisfaite lorsque monsieur réussissait à faire les choses comme il fallait. Là, il a une difficulté, essayez de l'aider et ensemble, on pourra arriver à trouver une solution. Donc vraiment qu'elle soit présente et qu'elle ne juge pas, qu'elle ne soit pas trop dure avec lui, qu'elle fasse attention aux mots qu'elles utilisent lorsqu'elles expriment leur mécontentement. C'est très important. Alors, dites-nous, quels conseils essentiels laissez-vous à nos auditeurs aujourd'hui? Tout simplement qu'il faut qu'ils sachent déjà à la base que la sexualité, ce n'est pas disons quelque chose qui est à prendre à la légère et que dans le cas de la dysfonction érectile, c'est une pathologie qui peut cacher autre chose derrière. Donc c'est mieux de se faire consulter. Dans un cadre médical, on va essayer de voir réellement quel est le fond du problème et essayer de trouver des pistes. Ok. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications claires et rassurantes. Chers auditeurs, retenons une chose essentielle. Les troubles de l'érection ne sont pas une fatalité, ni une honte, mais un véritable problème de santé qui se prend en charge. Ils peuvent être le signal d'alerte d'autres maladies. Alors oui, ça peut être le signal d'alerte d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, des pathologies cardiaques.
En parler tôt avec le médecin, c'est non seulement protéger une vie intime, mais aussi protéger son couple, mais pourquoi pas avoir une meilleure santé. N'attendez donc pas, osez briser le silence, osez consulter. Des solutions existent, efficaces et adaptées à chaque situation. Merci de nous avoir suivis sur Docteur Dis-moi tout dans la rubrique Docteur Dis-moi plus. Prenez soin de vous, parlez-en sans tabou surtout et retrouvons-nous très très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye!